Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette table ronde qui précède notre cérémonie de remise des prix de la 33e édition du palmarès des mobilités. Cet après-midi, avec nos invités que je vais vous présenter tout à l'heure, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle et au fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau pour les entreprises, mais depuis 2 ans, la montée en puissance de l'IA générative est en train de bouleverser les choses. Je lisais dans une étude d'un cabinet de consultants que 98% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle, notamment générative. Et donc, on va voir avec nos invités qu'est-ce que ça change pour les entreprises, quelles sont les implications pour les métiers, et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas des limites, parce qu'on voit bien des critiques sur parfois le manque de fiabilité, le non-respect des droits d'auteur, ou encore l'impact environnemental qui est très très important. Donc voilà, autant de questions sur lesquelles nous allons réfléchir et nous allons tenter d'y répondre avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc je commence tout à fait à ma gauche. Arnaud Julien, vous êtes directeur innovation chez Keolis. À côté de vous, Arnaud Vallas, vous êtes directeur performance, transformation et système d'information chez Transdev. À côté de moi, Mathilde Villeneuve, vous êtes responsable de l'intelligence artificielle générative au sein de la fabrique digitale, au sein du groupe RATP. À ma gauche, Pierre Lagarde, vous êtes directeur technique chez Microsoft France. À côté de vous, Franck Jouenou, vous êtes directeur information voyageurs et accompagnement client chez SNCF Connect and Tech. Et enfin, Marta Alvarez, vous êtes chargée des partenariats pour l'Europe du Sud au sein de l'EIT Urban Mobility. Je vais le dire jusqu'au bout en anglais. Donc, bonjour à tous et donc merci d'être là avec nous. Juste pour vous dire, avant de lancer le débat, que bien sûr, vous aurez la parole et que tout à l'heure, un micro vous sera proposé et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais tout de suite, je propose à Arnaud Julien de prendre la parole en premier. Donc Arnaud Julien, qui est directeur innovation chez Keolis, pour nous dresser une forme de panorama. Voilà, qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre entreprise, et plus généralement de cette montée en puissance de l'IA? Qu'est-ce que ça change et quelles sont les conséquences pour une entreprise comme Keolis? Bonjour à tous. Oui, alors on parle, vous l'avez bien souligné, on parle d'intelligence artificielle qui est pas nouveau, effectivement, chez Keolis, mais je pense que, comme chez tout le monde, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille dessus. On a un point de rupture, effectivement, avec l'apparition et la révélation de ChatGPT au grand public, il y a maintenant 2 ans, et ça ne fait que 2 ans. Ça a été un accélérateur, un booster. Bien sûr, c'est une révolution technologique, mais avant d'être, à mon sens, une révolution technologique, c'est une révolution des usages, des modes de consommation. Ça nous touche dans nos vies personnelles autant que dans nos vies professionnelles. Et on le voit, ça pousse. Les étudiants sont à plus de 95% utilisateurs d'IA générative. J'ai encore rencontré des académiques et on voit qu'effectivement, leur manière d'enseigner, elle est complètement bouleversée. Donc c'est quelque chose forcément qui nous touche tous. Alors quand on s'est saisi du sujet, chez Keolis, rapidement, on a constaté, au bout de 6 mois du lancement de ChatGPT, qu'en fait, on avait déjà un taux d'utilisation au sein de nos employés qui était très significatif, bien au-delà des taux d'installation des usages. Et donc la question se posait de se dire effectivement comment on prend cet objet-là. On a mis en place un premier plan d'action avec 3 choses. Le premier sujet, c'était un sujet d'acculturation, de se dire effectivement il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Et la meilleure chose de ne pas prendre de risques sur la partie RGPD, sur la partie confidentialité des données, c'est effectivement de monter en compétence et de comprendre quand est-ce qu'on peut utiliser des IA génératives publiques et quand est-ce qu'on doit utiliser des IA génératives privées. Le deuxième sujet, c'est la formation. Parce que tous, j'imagine dans la salle, vous êtes nombreux à utiliser des IA génératives, à prompter. Mais finalement, c'est aussi un rôle, c'est une partie d'un métier. Et on ne sait pas naturellement prompter correctement. On parle souvent en anglais garbage in, garbage out. Donc ça dépend comment on pose la question. Et effectivement, certains vous disent « oh, ça ne marche pas très bien ». Est-ce que tu as bien posé la question? Et bien poser la question, c'est assez compliqué pour éviter les hallucinations, etc. Et le sujet de la formation, qu'elle soit continue ou autre, elle est vraiment indispensable. Et puis le troisième sujet, c'est de se dire oui, il faut lancer des projets.
Et là, on a 3 types de projets. Des nouveaux projets qui apparaissent parce qu'on a de l'IA générative et on peut penser à des nouveaux projets. Le deuxième sujet, c'est comment, dans nos process actuels, sans toucher fondamentalement aux process, comment, sur un bout de process, on arrive à améliorer l'efficacité, l'efficience. Et puis le troisième, c'est comment, finalement, on peut reposer les processus pour, finalement, imaginer de nouvelles façons de travailler avec des agents. Alors derrière, il y a plein de cas d'usage, effectivement, qu'on a déjà lancés. Alors, si je parle d'IA, c'est depuis longtemps, les sujets de prédiction, les prédictions d'affluence, la sécurité, etc. Donc il y a plein de projets. Et puis quand on parle d'IA générative, pour prendre quelques exemples, on en a un déployé aux Pays-Bas et également en France, où on va travailler sur de l'information voyageur en situation perturbée. Parfois, il nous faut de nombreuses minutes entre le moment où on détecte une problématique et le moment où l'information voyageur va apparaître sur l'ensemble des canaux, que ce soit réseaux sociaux ou les écrans Keolis. Et pour ça, on utilise une IA générative qui va proposer des messages et qui vont être validés pour éviter toute hallucination. Et là, on a réduit par 4 le temps de délivrer de l'information. Et puis après, on va avoir des projets internes où on a, nous, déployé notre propre Keolis GPT, qui nous permet de travailler dans un environnement sécurisé. Et puis, on a aussi d'autres produits déployés, ou notamment la question du knowledge management, qui est assez complexe dans les entreprises. Et là, on a l'IA générative qui nous permet effectivement d'accéder plus facilement aux données pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, autant d'exemples qui nous aident sur de la performance ou au service des voyageurs. Alors, combien de salariés chez vous ont accès justement à ces nouveaux outils ? Alors, et comment vous faites pour les entraîner ? Parce qu'on peut faire des erreurs. Alors, on a différents types d'outils. On a des outils, finalement, qui vont servir à certains métiers. Et la question va être, finalement, des choses très, très réduites, parce qu'on va être sur certains métiers. Et puis, on a des outils qui vont être plus largement diffusés. Je parlais, effectivement, d'un Keolis GPT. Là, on est en version bêta, donc, où on est sur des early adopters, et des gens qui sont majoritairement passer aussi par des formations où on les accompagne. Je parlais d'une formation de prompt engineering. C'est une formation qu'on a construite sur mesure qui dure une journée. Et à la fin de cette formation, j'ai la garantie effectivement que je sais utiliser avec performance et qualité. Et ça aussi, c'est un sujet, vous parliez d'impact environnemental, c'est aussi un sujet. Parce que si on sait bien prompter, finalement, on n'a pas besoin de prompter, de s'y reprendre à 10 fois pour avoir la bonne interaction. Et ça aussi, c'est un gage de performance. Et d'ailleurs, une des fonctionnalités qu'on a rajoutées, c'est lorsqu'on fait un prompt, à la fin, ça nous donne l'impact CO2. Ça nous permet de sensibiliser et d'être garant effectivement d'une bonne utilisation. Dans la formation, il y a cette sensibilisation aussi à l'impact qui est majeure. Et alors, combien de personnes utilisent ChatGPT Keolis ? On est à quelques centaines aujourd'hui. Et donc, j'imagine qu'à terme, tout le monde... comment vous avez sélectionné ces personnes et à terme, combien de personnes y auront accès ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la sécurité ? Vous disiez tout à l'heure que c'était un ChatGPT sécurisé. Voilà, justement. En fait, on a beaucoup de gens qui utilisent naturellement des outils d'IA générative. Et donc, ce Keolis GPT, il nous permet d'être dans l'environnement. Donc, on est dans un environnement Microsoft Azure. Et donc, ça nous permet d'accéder, de mettre des données qui peuvent être confidentielles. Et ces données restent dans notre environnement. Donc, au même titre que nos données qui sont stockées dans le cloud, ça reste dans le même environnement. Donc, on est dans un environnement totalement sécurisé. Beaucoup plus sécurisé, effectivement, que lorsqu'on va sur des IA génératives publiques. Néanmoins, ce n'est pas interdit chez nous, du moment que les données sont déjà publiques ou les données ne sont pas confidentielles, où effectivement on peut utiliser dans certains cas. Je donnais l'exemple d'un outil pour de l'information voyageur en situation perturbée. Là, on l'a lancé d'abord aux Pays-Bas. Cet outil utilisait une version publique de ChatGPT. Pas de souci d'entraîner finalement si c'est sur de l'information voyageur. Et juste une dernière question, j'insiste sur ce ChatGPT Keolis. Ça veut dire que tout le monde n'y aura pas accès, puisque vous dites qu'il y a des informations confidentielles. Ça veut dire que ce n'est pas une technologie ou un produit ou un outil accessible à tous. Si, le principe, c'est qu'on n'entraîne pas le modèle. Donc, chacun dans sa session peut mettre des informations, et ces informations ne sont pas partagées par tout le monde. Il n'y a pas d'entraînement supplémentaire du modèle. Par contre,
Lorsqu'on va sur un outil de knowledge management, là, on est sur un outil un petit peu différent, où on a ce qu'on appelle du RAG, du renforcement, ce qui nous permet de renforcer le modèle avec d'autres informations, qu'on va, si je rentre dans la technique qu'on appelle vectoriser, donc on va enrichir le modèle, et donc là, on va enrichir la connaissance au-delà de l'information délivrée par ChatGPT. Et là encore, on est dans un environnement fermé. Merci. Arnaud Vallas, côté Transdev, quels sont les cas d'usage que vous faites justement, auxquels vous avez recours avec l'utilisation de l'IA ? Alors, bonjour à tous. Un Arnaud en cache un autre. Et vous allez voir qu'on a une exploration qui est assez parallèle, ce qui n'est pas étonnant dans des sociétés comparables. Alors, un petit rappel sur Transdev, c'est le numéro 1 du transport public dans le monde, avec présence sur 19 pays, 4 continents. On a plus de 100 000 collaborateurs, dont 70 000 conductrices et conducteurs. Et chaque jour, on transporte plus de 12 millions de passagers dans le monde. Alors, le recours, sur les cas d'usage, et je sais que je vais revenir d'ailleurs sur des points que vous avez mentionnés, le recours à l'IA classique n'est pas nouveau dans tous les secteurs, en fait, dans le transport et dans le Transdev. Ça fait 20 ans qu'on utilise l'IA algorithmique ou analytique dans tous les processus ou les projets d'informatisation et de digitalisation des processus métiers, de la maintenance, de la relation avec les clients OEM, etc. Ce qui est nouveau pour nous, en revanche, comme pour tout le monde, vous l'avez souligné depuis 2 ans, c'est l'IA générative. Et ça ouvre des perspectives inédites sur lesquelles nous travaillons aussi. Je pense que l'IA générative, c'est une véritable rupture. J'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années. Il y avait l'Internet, la messagerie. 15 ans après, il y a eu l'iPhone, donc le smartphone. Si aujourd'hui on enlève la messagerie, on enlève le smartphone, on ne peut plus travailler, on ne peut plus vivre. Et je pense qu'avec l'IA générative, ça va être le même impact. Ça va être le même impact avec une vitesse qui est, je pense, inédite. Alors, le ChatGPT, c'est 2 ans. Je crois que c'est 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous avez mentionné les étudiants. Là, moi, j'ai mon fils qui est étudiant en école d'ingénieur. Si il utilise son quota de ChatGPT, il ne peut plus travailler. Il m'appelle pour savoir si j'ai payé l'abonnement. C'est terrible, quoi. Donc, quand c'est 90% plus étudiants vont venir dans le monde de l'entreprise, ça va être énorme. Donc, il va falloir qu'on adapte cet impact-là et qu'on prépare les entreprises et les services à ces technologies. Alors, en tant que DSI, alors vous m'avez, merci, promu en termes de performance et transformation. Donc, je suis directeur des systèmes d'information. L'IA générative a un impact sur la performance, sur la transformation digitale. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'abord de comprendre, je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, mais on comprend les bénéfices tout en maîtrisant les risques associés. Alors, on a développé chez Transdev une démarche en 5 axes. Le premier, c'est notre propre transformation avec la culturation, de l'appropriation, de l'adoption, de la formation. Le deuxième, c'est l'acceptabilité sociale avec une IA générative transparente, éthique, respectueuse de la vie privée et responsable, notamment sur l'empreinte carbone. Je pense qu'on va y revenir. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Et pour cela, on a, je sens qu'il y a une question aussi, on a développé une charte qu'on a diffusée pour s'assurer que les usages soient dans le respect des données personnelles, de s'assurer de ne pas mettre des données sensibles dans un chat GPT, notamment au public. Troisième axe, c'est l'innovation et les bénéfices au service de nos clients voyageurs, nos clients collaborateurs, et puis nos clients collectivités et nos collaborateurs, qu'on n'oublie pas. Je reviendrai sur les cas d'usage, je commencerai par les collaborateurs. Quatrièmement, la donnée. Et sans données de qualité, mise en qualité, en quantité suffisante, on a typiquement une IA générative qui ne fonctionne pas. Il y a 50% des réponses d'une IA générative par défaut qui est fausse.
et vous l'avez dit, il faut l'entraîner, enrichir une IA générative pour améliorer sa performance. Alors, j'imagine que vous avez tous joué avec ChatGPT, et vous voyez que c'est un peu décevant, et en enrichissant, on est impressionné. Quatrième, la donnée, et le dernier, in fine, la technologie. On va revenir aussi avec notre partenaire qui est là. La technologie, avec pour moi les 3 C, le cloud, la connectivité et la cybersécurité. Et comment justement vous avez procédé à cette acculturation dont vous avez parlé? Alors, on a développé des séquences à tous les niveaux de l'organisation, au niveau des comités de direction, des COMEX, et on descend sur l'ensemble des filières, sur typiquement qu'est-ce que ça apporte, l'expérimentation, l'expérimentation, on pousse les collaborateurs à jouer avec, et on a des mini-formations sur du prompting, alors on réfléchit après, et c'est là où je pense qu'il y a une demande croissante sur les utilisateurs, et je pense que c'est le premier cas d'usage, c'est l'IA quotidienne, l'IA bureautique, l'IA générative dans le cadre bureautique, pour gagner en productivité, avec un assistant, un compagnon qui vous connaît bien, qui vous regarde travailler, qui a accès à votre agenda et qui vous assiste, alors avec un chat un peu à la ChatGPT, mais qui vous assiste aussi dans vos comptes rendus de réunion, dans vos résumés, dans tout type de besoins au quotidien. Lorsque vous faites des recrutements, l'IA générative peut vous aider à rédiger des offres d'emploi, vous aider à rédiger des questionnaires pour contextualiser en fonction du poste et du candidat. Donc ça, c'est le cas d'usage sur lequel on a plus de demandes en interne, et on est confronté alors à des risques, mais aussi à un sujet lié au coût du déploiement de ces outils-là à grande échelle. On en parlait un peu plus tôt avec Microsoft. Alors, voilà, là j'allais passer la parole à votre voisine, mais le risque, c'est quoi les risques et c'est quoi le coût pour une entreprise comme Transdev? Alors les coûts, on ne les connaît pas encore. On les évalue. Les coûts, en fait, il faut les regarder au regard de la valeur que ça apporte. Alors pour les collaborateurs, on a parlé, mais aussi pour les clients voyageurs, on explore aussi, on fait des tests en termes pour améliorer l'information voyageur de la même manière. Donc les coûts, c'est à travers ces expérimentations qu'on arrivera à les mesurer. Les risques, déjà c'est la confiance qu'on donne à l'outil et les défaillances et les faux positifs. Donc c'est important d'avoir ça en tête et de douter donc de la réponse. 50% vous disiez. 50% d'erreur. Voilà, c'est ce que j'ai compris d'erreur au départ. Et c'est en enrichissant, en entraînant le modèle. C'est là où on fait des expérimentations sur des données particuliers, parce qu'on enrichit le modèle avec des données adaptées qui permettent d'améliorer la réponse. Défaillance. Deuxièmement, c'est la cyber, le risque cyber, avec de la génération de contenu qui peut être détourné pour manipuler les systèmes, désinformer les utilisateurs, les voyageurs. Et on le voit sur Internet, on voit de tout. Les risques environnementaux, je pense que c'est un vrai risque qu'il faut peser aussi. Et on mesure dans nos expériences les coûts et l'impact empreinte carbone dans nos expériences. Ceci dit, pour moi, et c'est pas nouveau, le premier risque, c'est nous, dans l'usage qu'on fait de l'IA générative, de garder, de regarder ce qu'on fait, les réponses, et garder le contrôle. Merci. On reviendra bien sûr avec vous tous sur les risques potentiels, mais d'abord la parole à Mathilde Villeneuve. Du côté de la RATP, donc, vous travaillez, donc tout à l'heure je le disais, sur la fabrique digitale, mais avant que vous nous parliez un petit peu de l'IA, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la Data Factory du groupe RATP. Donc ça fait, en fait, c'est la réponse organisationnelle que la RATP met en place aujourd'hui pour répondre
aux enjeux qu'on a tous, et on le voit bien, hein, on vous raconte tous à peu près la même histoire. On a démarré sur l'expérimentation sur l'IA, ça nous a permis de mieux la comprendre, d'identifier les champs de valeur sur lesquels on voulait se positionner et de comprendre l'impact de ces technos-là dans nos environnements IT. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment à la recherche de l'usage qui crée un différenciant de valeur, celui qui justifie qu'on investisse dans l'IA, parce que je sais que vos questions portent sur et l'impact sur l'emploi et l'impact sur la planète. Oui, une bonne façon en fait de limiter les impacts, c'est de maîtriser les usages, et c'est vraiment cette phase-là dans laquelle on est. Donc il y a deux choses qui s'ouvrent: maîtriser les usages pour utiliser ces technos-là, là où en fait le jeu en vaut la chandelle, là où c'est acceptable, là où c'est soutenable. Et la deuxième chose, c'est de faire évoluer nos socles techniques, technologiques, pour rester en maîtrise technique et économique. Là, je vous rejoins. Il y a un vrai enjeu pour nous, c'est de maîtriser techniquement, hein. Ne pas maîtriser des IA génératives, c'est une problématique, pas que réglementaire. Pour nous, c'est un vrai risque. Et les maîtriser économiquement, puisque c'est pas du tout le même modèle économique que le développement d'une application digitale. Pour soutenir cette transfo-là, en fait, ce passage à j'expérimente, à je suis capable de centrer les bons cas d'usage et d'adapter mes environnements techniques pour industrialiser à l'échelle, en fait, ce qu'a fait la RATP, c'est qu'elle a mis en place sa Data Factory. Et sa Data Factory, c'est rien de plus qu'un collectif qui réunit les ingrédients qu'on doit vraiment sécuriser si on veut être capable d'atteindre cette promesse-là. Les ingrédients, c'est quoi? C'est qu'on embarque nos métiers. On n'en parle pas beaucoup, on en fait souvent un sujet technique. Il faut des data scientists, des machine learning, vous allez entendre machine learning engineer, le MLOps, le ML truc muche. Ok. Il faut de la compétence data science, c'est vrai. Mais en fait, ça ne fait pas tout. On voit qu'on a besoin de réunir nos 3 ingrédients, et c'est ça en fait ce que travaille la RATP aujourd'hui. Si on veut maîtriser techniquement, opérationnellement, économiquement, et surtout se concentrer là où ça crée de la valeur, il faut embarquer les métiers. C'est des technologies qui sont beaucoup plus exigeantes en termes de validation par les métiers. Donc, il faut embarquer nos métiers, il faut embarquer l'IT, il faut pouvoir adapter nos cadres de cohérence technique à ces briques technologiques que sont l'IA ou l'IA générative. Et il faut, évidemment, intégrer ces fameux profils dont on parle tant. Ça va du data engineering jusqu'au MLOps. Donc, il faut pouvoir intégrer ces nouvelles compétences. Donc, Data Factory, c'est rien d'autre que ça. C'est la façon d'expliquer qu'indépendamment de l'organisation, le secret, enfin en tout cas ce qu'il faut aller chercher pour industrialiser, c'est réunir l'ensemble de ce collectif-là, quelles que soient en fait les frontières organisationnelles. Donc c'est permettre une sorte de brainstorming et qui a permis de définir la façon, la démarche dans laquelle s'est engagée la RATP pour recourir à l'IA. C'est au-delà d'un brainstorming, hein, c'est dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, dès les premiers coups de crayon, dès les premiers ateliers où on se pose des questions sur l'intérêt d'industrialiser une nouvelle application ou d'enrichir une application avec de l'IA, vous allez retrouver en fait ces 3 composantes. Et c'est pour ça en fait que cette organisation a été mise en place. C'est que si vous embarquez pas ces 3 dimensions, en termes de valeur, c'est porté par le métier, hein, pas se mentir, hein, pas l'IT qui crache la valeur et qui est capable d'appréhender l'acceptabilité, qui maîtrise les process, qui maîtrise les données. Aujourd'hui, ce sont nos métiers. Donc on ne démarre pas sans embarquer les métiers. On ne démarre pas sans embarquer les utilisateurs. Parce que c'est pareil, on peut avoir une idée a priori sur ce qu'en feront les gens. Et ça, vous l'avez dit aussi, hein, c'est des technos pas très matures. En tout cas, aujourd'hui, on apprend à les utiliser. Et plus on les utilise, plus notre façon de la consommer change. Donc il faut garder cette proximité aux utilisateurs. Donc c'est plus qu'un brainstorm. On démarre avec une équipe complète, avec l'ensemble de ces ingrédients, dès qu'on commence à envisager d'industrialiser un nouveau cas d'usage ou d'enrichir un produit. Alors justement, vous avez choisi une logique d'industrialisation pour l'utilisation de l'IA. Expliquez-nous pourquoi et comment, des exemples concrets. Pour illustrer ce qu'on fait, alors j'ai plutôt parlé d'IA générative, parce que ça a l'air d'être... de toute façon, ça fait quelques temps que c'est le sujet qui passionne. Je vais vous prendre l'exemple en fait d'un chatbot qu'on a industrialisé qui est tourné vers les agents opérationnels de la RATP. Ce chatbot, il s'appelle C'est Malin, c'est rien d'autre que le compagnon des agents en gare et station. Et en fait, cette assistance, ce qu'il fait, c'est qu'il facilite l'accès aux règles en vigueur, à la connaissance des procédures, des réglementations pour l'ensemble des agents que vous trouvez dans les stations. Donc un agent en station, quand vous le voyez, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon avec son gilet. En fait, il n'est pas juste là pour vous renseigner, ne pas vous perdre dans les halls de la RATP. En fait, ce sont des agents polyvalents. Vous allez les retrouver sur des activités de vente. Donc ils sont sur le conseil aux voyageurs, sur l'offre de service. Ils sont sur des opérations de service après-vente, de remboursement, de gestion, des problématiques que rencontrent
peuvent rencontrer les voyageurs. Ils sont aussi gardiens de l'état de santé de la station. Et donc, ils sont aussi mobilisés sur des opérations de maîtrise du territoire. Et une fois que je vous dis ça, vous ne le regardez plus de la même façon et vous savez qu'il est polyvalent et que l'enjeu pour lui, c'est de maîtriser toutes les procédures, toutes les réglementations, toutes les notes qui régissent leur activité sur un scope d'activité extrêmement large. Et en fait, ça, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. On est dans un opérateur de transport, on est dans le service public, on a un engagement sur la sécurité des voyageurs. Et évidemment, nos activités sont processées. Et ça, on ne va pas le changer demain. La sécurité voyageur, ce n'est pas quelque chose qu'on va hypothéquer, c'est quelque chose qui fait le cœur de notre métier. Ce qu'on apporte avec ce type d'assistant, c'est en fait faciliter l'accès à la connaissance utile pour réassurer l'agent sur des situations auxquelles il n'est pas confronté quotidiennement. Donc, je ne sais pas, par exemple, il va devoir vérifier le fonctionnement de la sonorisation de secours. Croyez-moi, se rappeler de cette procédure-là au milieu de tant d'autres, ce n'est pas un exercice facile, même s'il a été formé, et l'agent vient faire ça. Donc, en termes de solutions, c'est un peu les solutions qu'évoquaient mes camarades. On est vraiment sur une solution où on prend l'IA générative et ce qu'on fait, c'est qu'on vient la forcer à utiliser la connaissance interne, les documents de référence de la RATP, pour s'assurer que l'agent va s'appuyer sur les règles en vigueur pour réaliser les bons gestes métiers. Donc, ça, aujourd'hui, c'est déployé déjà sur les lignes 1 et les lignes 3. Donc, en gros, les outils, les agents avaient à disposition un portail qui leur permet d'avoir toutes les informations sur la station sur laquelle ils sont affectés. Aujourd'hui, dans ce portail, ils ont ce petit chatbot qui est, à chaque fois qu'ils ont une question sur une offre billettique, sur une mise à jour de référentiel de titre, une procédure de service après-vente ou une procédure réglementaire, il va pouvoir avoir accès, en lui posant les questions d'ailleurs, en utilisant la commande vocale de sa tablette, il va pouvoir interroger directement ces malins pour pouvoir se réassurer sur la bonne règle à appliquer, le bon conseil à appliquer s'il a un doute. L'idée, évidemment, c'est pas de remplacer le savoir de l'agent. Hein. C'est pas de dire on va pouvoir prendre des agents plutôt bas niveau et du coup, le chatbot va tout faire. C'est vraiment cette optique de réassurance dans cette posture de polyvalence et de réactivité face à des multiples questionnements qui peuvent pas toujours être maîtrisés. Alors, il y a un objectif, comme vous le disiez à l'instant, de réassurance. Donc, on va plus vite, on gagne du temps, on est peut-être plus productif. Et à terme, est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu sur les métiers? Alors, peut-être pas tous, mais sur certains métiers, sur certains postes. Alors, dans le cadre de ces malins, la valeur, c'est vraiment la qualité de service auprès du voyageur, puisqu'on est sur un conseil, on maximise la possibilité de l'agent de donner des conseils personnalisés face à la situation du voyageur en termes d'offre de service. Donc ça, c'est un premier effet. Et sur la qualité d'accueil dans nos stations, le fait d'avoir la conformité finalement de propreté, de qualité de service de la station, c'est déjà en fait de la valeur générée avec ce type d'application. La deuxième chose, c'est d'éviter les surcoûts liés à des mauvaises applications de gestes métiers. Ça, pour les entreprises, ça a un coût. Hein. Par exemple, vous avez un équipement qui est défaillant. Si vous diagnostiquez pas bien l'anomalie, vous avez des chances de générer une intervention de mainteneur qui soit pas appropriée. Ça a des coûts. Donc, ça va réduire ces coûts-là. Donc, quand on parle de valeur, on va pas parler de productivité. On va déjà essayer d'adresser ces champs de valeur-là. Au niveau de l'agent station, comme il est polyvalent, ça va lui dégager du temps pour autre chose que ce qu'il fait partiellement ou ce qu'il reporte aujourd'hui parce qu'il a une difficulté à maîtrise de l'exhaustivité des gestes métiers. Ça ne va pas se traduire par de la productivité, mais plutôt de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour autant, dans d'autres contextes, par exemple, on va travailler sur des cas d'usage sur des fonctions support. Là, ce n'est pas non plus la productivité qu'on va chercher, mais ça va être plutôt la mutation de ces métiers-là. Si je vous donne un exemple, on a beaucoup de centres de services partagés qui viennent accompagner sur certaines techniques, sur certains processus nos agents. Là, ce qui va se passer, c'est que les questions d'ordre général, on va essayer de s'assurer que nos agents soient le plus autonomes possible. Par contre, le support expert, il va plutôt être mobilisé sur des questions complexes, sur des questions contextuelles. Donc leur métier, le métier des supports techniques, il faudra l'accompagner, il va changer de ce simple fait qu'on va chercher à autonomiser le plus possible les agents partout où c'est réaliste, quoi. Merci. Avant de vous passer la parole, Pierre Lagarde, puisque vous représentez Microsoft, donc fournisseur de technologie, je voudrais d'abord donner la parole à Franck Benoût, puisqu'on est dans les cas d'usage, pour que vous complétiez un petit peu ce premier tour de table sur ce que peut proposer SNCF Connect and Tech.
Et avant, peut-être, là encore, je vais vous demander à vous aussi quelques mots sur votre entreprise. Tout le monde ne connaît pas forcément SNCF Connect and Tech. Oui. Bonjour à tous. Donc SNCF Connect and Tech, c'est en fait c'est beaucoup de choses. C'est déjà du B2C qui globalement est assez connu avec le site et l'application grand public pour acheter ses billets de train, mais pas que, avec notamment aujourd'hui toute une surcouche d'informations pour avoir des informations sur son train, sur les transports en commun qui permettent d'aller jusqu'à son train, avec une logique de plus en plus point à point, bout en bout, parce que effectivement votre expérience en tant que voyageur client n'est pas silotée. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, grand public. Mais à côté de ça, il y a également chez SNCF Connect and Tech tout un volet B2B qui est peut-être un peu moins connu. Et on se tient en fait, aux côtés, notamment des autorités organisatrices, avec de plus en plus d'offres et de propositions qui sont portées au sein des SNCF Connect and Tech. Et puis également un certain nombre d'offres, on va dire un peu plus spécifiques, qui peuvent être développées parce que au sein des équipes, puisque SNCF Connect and Tech, c'est quand même une force de frappe de 1200 collaborateurs, dont 2/3 de profil tech, et répartis sur 3 sites, Paris, Saint-Denis plus précisément, Nantes et Lille. Donc ça, c'est pour le panorama général. Et puis, allez, peut-être 2 chiffres aussi pour illustrer. SNCF Connect and Tech, c'est SNCF Connect, en l'occurrence, c'est 209 millions de billets vendus en 2023. C'est 1,3 milliard de visites sur sites et applications sur 2023. Ça, c'est pour donner des ordres de grandeur et quelques éléments génériques. Très bien. Et donc, comment vous utilisez, quels sont les services que vous pouvez proposer en utilisant l'IA ? Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais juste donner quelques illustrations. Je vais peut-être commencer par le plus anecdotique. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous visualisent peut-être la campagne de publicité Retrouvez-vous, qui a été largement relayée ces dernières années avec un couple qui se retrouve via le train. C'est vraiment anecdotique, mais typiquement dans la campagne de pub, dans la publicité, le rajeunissement des acteurs, des comédiens, se fait via l'IA générative. Donc ça, c'est plus pour la petite anecdote. Après, plus spécifiquement, et si je parle notamment du périmètre que je pilote, aujourd'hui, on utilise l'IA générative, alors dans une approche pas à pas, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà tester, et n'importe quel utilisateur peut utiliser de l'IA générative sur notre chatbot de réponse d'accompagnement client. Donc concrètement, sur un certain nombre de thématiques, et j'y reviendrai peut-être un peu plus précisément par la suite, vous pouvez avoir des réponses de notre chatbot via de l'IA générative. Voilà, donc il y a un certain nombre d'items. Je peux donner 2-3 exemples, mais typiquement sur l'alerte train complet, qui est un des services qui est proposé sur SNCF Connect, sur comment fonctionne la pose d'option. C'est des exemples, vous pourrez en trouver d'autres, mais voilà, on a déjà aujourd'hui des propositions très concrètes qui sont en production et sur lesquelles on propose des réponses à nos clients. Est-ce que vous ne prenez pas un risque justement de proposer ce service à vos clients ? Parce qu'on entendait Arnaud Vallas tout à l'heure qui disait 50% d'erreurs. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Alors, ce qui est très important, c'est que je vous parlais de l'approche pas à pas. Je vais revenir au début. Pourquoi on est allé sur l'IA générative, notamment sur notre chatbot ? On n'y est pas allé en se disant on veut absolument sauter dans l'IA générative parce qu'on ne veut pas être à contre-courant de l'histoire. Quand on a fait le choix, en tout cas, d'y aller, c'est parce qu'on est parti d'un constat, c'est que notre chatbot, qui est environ 8 millions d'utilisateurs de notre chatbot par an, donc c'est quand même assez conséquent, et ça fait 12 ans. Grosso modo, ça fait 12 ans qu'on a un chatbot qui répond à nos clients sur sncf.com à l'époque, ou SNCF, et puis aujourd'hui sur SNCF Connect. La satisfaction n'était plus du tout au rendez-vous. La CSAT était vraiment... Alors, pardon, je ne veux pas parler de manière trop technique, mais en gros, la satisfaction perçue par les utilisateurs n'était pas du tout au rendez-vous. Et donc, on a cherché des solutions. Mais on a cherché des solutions d'abord sur la manière dont on pouvait améliorer notre chatbot, on va dire, traditionnel, donc sur du process, sur de la contribution, puisque, juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le sujet, mais
les chatbots traditionnels fonctionnaient avec des logiques d'arbre de connaissances, c'est-à-dire qu'avec une logique, avec des contributeurs qui renseignent des connaissances, et en fonction de la question, le chatbot oriente sur la connaissance qui semble être la plus proche de la question posée, la réponse en tout cas qui semble être la plus proche de la question posée. On avait des niveaux de satisfaction pas du tout satisfaisants. Désolé, c'est un peu redondant, mais la satisfaction n'était pas du tout au rendez-vous. Donc on s'est posé la question, on s'est dit, peut-être que la contribution, il y a des process internes qu'il faut qu'on nous regardions un peu mieux, il y a peut-être des choses à affiner, peut-être qu'il faut challenger également la solution via notre prestataire externe, en l'occurrence c'était un prestataire externe pour nous aider à affiner les choses, etc. On a essayé plein de choses. Au final, on s'est rendu compte qu'on ne s'y retrouvait pas et que nos utilisateurs, c'est vraiment le point le plus important, nous disaient « ce n'est pas satisfaisant ». Donc, on a commencé à regarder, à tester, toujours avec cette logique, et je reviens plus précisément à votre question, de comment nous pouvons le faire de manière très sécurisée, avec tous les risques qui ont été déjà évoqués, qui viennent d'être évoqués. Comment peut-on le faire en ayant les bons garde-fous, en ne laissant pas la main à une IA qui pourrait à un moment donné partir dans des hallucinations et ne pas être en tout cas à l'attendu. Donc, comme je vous disais, on a commencé avec cette logique d'ouverture très progressive. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est ouvert peut-être à 5% des réponses, entre 5 et 10% finalement, des réponses apportées par notre chatbot sont apportées par l'IA générative. Et on monitore en temps réel avec des indicateurs techniques, avec des indicateurs de qualité perçue. On suit et évidemment, on est extrêmement vigilant au moindre signe pour avoir un process de débrayage si jamais on constate le moindre problème. D'accord. Donc, une démarche de pas à pas. Mais est-ce que l'objectif, à la fin, c'est de passer à 100% à des réponses aux clients par l'IA générative ? Non. Il y aura toujours de l'humain, selon vous ? Il y aura toujours de l'humain. Tout simplement déjà parce que c'est dans l'ADN de SNCF Connect and Tech. Il y aura toujours l'humain. Il y a des questions qui sont trop spécifiques. On estime qu'on est dans un domaine trop particulier, trop spécifique pour laisser totalement la main à l'IA générative. Par contre, je vous parlais des 8 millions d'utilisateurs des 8 millions d'utilisateurs de notre chatbot. C'est une demande. C'est-à-dire qu'il y a plein d'utilisateurs et on le suit, on a différentes études qui nous montrent que il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, veulent une réponse tout de suite. Voilà, c'est ChatGPT a accéléré ce processus d'immédiateté. On veut une réponse tout de suite et la plus pertinente possible. Donc, on s'inscrit dans cette tendance-là, mais on a vocation à toujours garder finalement la relation avec nos conseillers parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles SNCF Connect et le groupe SNCF d'une manière générale ne souhaitera jamais tout laisser en fait à l'IA générative. Et est-ce qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas parler avec un robot ? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas parler ? Vous dites qu'il y a plein de personnes qui veulent une réponse tout de suite, mais j'imagine que quid de l'acceptabilité sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui n'ont pas du tout envie de parler avec des robots ? Alors oui, effectivement, il y a des gens qui n'ont absolument pas envie de parler avec un robot. On est dans une logique où on ne masque pas finalement le contact avec un conseiller client. D'ailleurs, nous avons été élus service client de l'année récemment. C'est parce que nos conseillers clients, évidemment, ils sont là parce qu'il y a, comme je vous disais, il y a tout un panel de situations pour lesquelles, de toute façon, ces conseillers clients sont attendus et feront toujours mieux. Ça, c'est une conviction profonde que nous avons, qu'une IA la plus performante possible, la plus performante soit-elle. Effectivement, vous avez également des personnes qui font le choix, voilà, qui ne souhaitent pas parler avec un robot. Dans nos parcours, nous proposons toujours cette ouverture pour parler avec un conseiller si le client, pour une raison ou une autre, ne souhaite pas parler avec un chatbot. Merci. Pierre Lagarde, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous travaillez pour Microsoft, donc fournisseur de technologies. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que le secteur des transports était un petit peu comme celui de la santé, c'est-à-dire celui où il y aurait les retours les plus rapides. Expliquez-nous.
Tout à fait. Et du coup, pour revenir et puis rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, effectivement, Microsoft, on amène une plateforme technique. Et je fais un petit rappel parce que je pense que c'est les éléments qui sont importants. Il faut aujourd'hui distinguer dans ces IA et les IA génératives 2 aspects. Premier aspect qui est toute la partie entraînement que aujourd'hui fait des sociétés type OpenAI ou Mistral, évidemment en France, qui vont avoir besoin d'infrastructures techniques extrêmement puissantes pour faire ces modèles. C'est ce qui a été dit évidemment tout au début. Les modèles ne s'entraînent pas tout seuls. Une fois qu'il est entraîné, il est simplement utilisé. On appelle ça de faire de l'inférence. Et la plateforme que Microsoft fournit aussi auprès de ses clients, c'est justement de faire de l'inférence et d'aller chercher ces différents usages qui ont été quasiment pour tous cités. Mais le premier, j'en ai 4, je vais avancer sur 4, mais le premier qui est, là je vais rebondir sur ce qui a été dit par RATP et par Mathilde, sur la partie autour de l'efficacité opérationnelle. Pourquoi aujourd'hui on est à ce niveau de rupture ? Historiquement, et ça je pense que tout le monde l'a dit, l'IA, on en faisait tous depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a des capacités de calcul qui permettent de rentrer sur des scénarios qui étaient inenvisageables historiquement, et notamment dans la santé. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, ça, on ne saura jamais le faire, parce qu'on a trop de données. J'ai trop de données qui proviennent de mes utilisateurs, j'ai trop de données qui proviennent d'éléments médicaux, j'ai trop de données qui sont hétérogènes, non structurées, voire multimodales, c'est-à-dire ça peut être du texte, des images et des données, encore une fois, qui sont sous forme de vidéo. Ce qu'on a aujourd'hui avec ces nouvelles IA, donc nouvelles IA et IA génératives, c'est qu'on va pouvoir les injecter dans ces modèles d'IA qui sont ces modèles fondations, qui vont justement ressortir de l'information pertinente pour justement rentrer dans ces opérations et cette efficacité opérationnelle. Je vais vous donner des exemples très précis qui aujourd'hui rentrent vraiment dans la disruption de toutes les industries et notamment on a travaillé avec les équipes de recherche de la SNCF, on a ouvert ces discussions sur ce sujet-là qui sont autour de la météo. On a mis au point avec Microsoft Research, donc nos équipes de recherche, des nouveaux modèles de prédiction météo qui ne sont pas basés sur les données qu'on connaît, c'est-à-dire les vents, les températures ou les choses comme ça, qui sont uniquement basés sur des données satellites visuels qui prédisent ce qui va se passer sur la prochaine journée et donc la prochaine image satellite. Et ça, c'est quelque chose, quand vous parlez à un météorologue, c'est complètement inimaginable puisque c'est normalement basé sur, encore une fois, des données très techniques liées à la météo. Et en fait, les premiers modèles sont aujourd'hui et sont sortis pour justement prédire de la météo, mais avec un système de concept complètement différent. Et pourquoi on a travaillé avec SNCF Réseau et on a ouvert ces discussions-là ? Parce que c'est extrêmement important d'anticiper les choses de manière très rapide, avec potentiellement des données que vous n'avez pas à côté, parce que vous n'avez pas forcément les bons capteurs à cet endroit-là. Et ça, ce sont encore une fois des scénarios qui sont complètement nouveaux, parce que historiquement, ils n'étaient pas pensés comme ça, et finalement, c'est ce qui est arrivé avec ces IA génératives, où on se rappelle aujourd'hui pourquoi une IA générative a une forme d'intelligence et a cette forme en fait de compréhension du texte. On a parlé un peu de vectorisation tout à l'heure, mais c'est parce que en fait ces IA ont lu, et c'est cette capacité de compréhension qui vient de cette lecture et de cette lecture d'informations qui a été extrêmement massive. Et donc c'est pour ça que ces scénarios-là et les scénarios qui ont été cités sur ce qu'on a appelé, ce qui a été cité tout à l'heure sur le RAG et donc la capacité d'aller chercher de l'information de manière beaucoup plus pertinente. Pourquoi ? Parce que cette information, maintenant, elle est comprise, y compris quand un utilisateur va poser une question finalement dans un chat, on va avoir une intention qui va être comprise de manière vectorielle, de manière sémantique, et donc je vais pouvoir retrouver de l'information sur des données, du coup, je ne sais plus qui en parlait, sur des données qui ont été stockées à un endroit de manière qui sont des données de référence. Et c'est grâce à ces données de référence et uniquement à ces données de référence que je vais pouvoir répondre à mon utilisateur de manière extrêmement pertinente, puisque j'ai une proximité qui est une proximité sémantique. Donc ça, c'est le premier scénario. Du coup, j'ai fait 2 scénarios, qui est le scénario très opérationnel avec des données très techniques aujourd'hui qui peuvent être comprises par ces IA, que ça soit encore une fois du texte, des images
ou des données, des données techniques de type IoT qui proviennent d'éléments très techniques, ou ces données très, on va dire, de langage qui peuvent être compris et donc du coup très opérationnalisés. Et donc il y a un troisième exemple, parce que du coup j'ai parlé des deux exemples en même temps. Le troisième exemple, c'est celui sur lequel Microsoft a aussi investi pour implémenter ces IA génératives au sein de ces outils de collaboration avec la solution Copilot, qui permet, et ça a été aussi cité, à n'importe quel utilisateur au jour le jour dans ses emails, dans ses réunions ou dans son document Word ou PowerPoint, de plus quelque part interroger une machine avec un clavier, une souris pour aller chercher dans des menus, mais simplement avoir son intention qui va être faite ou à la voix ou simplement en tapant sur son clavier son intention, qui va être transformée en action ou en texte. ChatGPT, ça vous renvoie du texte, mais dans PowerPoint, ça vous pilote votre PowerPoint pour rajouter des animations, rajouter des images. Et ça, c'est quelque chose qui transforme complètement, cette fois-ci, notre interaction avec la machine, qui va révolutionner quelque part toutes nos interactions demain, où aujourd'hui, encore une fois, on le fait au clavier et à la souris. Et le dernier, mais je pense que ça fera votre transition, puisqu'il y a évidemment toute la partie green aujourd'hui, qui, on pense, côté Microsoft, et je pense que ça peut être un peu aussi une transition, qui permet de répondre aussi à ces enjeux, justement, autour du sujet du développement durable, où en fait, ces IA génératives, si je prends juste l'angle du transport, fournir énormément d'informations. Moi, en tant qu'utilisateur, je veux aller de ce point-là à ce point-là, mais avec des contraintes, que ce soit des contraintes liées au côté green, je veux avoir une empreinte carbone la plus faible possible, mais je veux aussi aller chercher mes enfants et faire le trajet en passant par là. C'est des contraintes qui sont complexes. J'ai sans doute pas de formulaire pour le faire. Par contre, je vais pouvoir l'exprimer en langage naturel et le système va pouvoir répondre à mon besoin parce que les techniques que vous allez mettre à disposition demain en tant que service public, en fait, vont pouvoir répondre de manière très favorable à l'utilisateur pour répondre à toutes ces contraintes exprimées, encore une fois, en langage naturel. Alors, j'ai une question avant de passer à l'impact carbone dont on parlera tout à l'heure. Sur le coût qui a été rapidement évoqué tout à l'heure, ça coûte combien de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle générative? J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est gratuite pour le grand public, un petit peu peut-être pour amorcer le mouvement, et puis que ça va devenir de plus en plus cher. J'ai deux réponses. La première, il y a IDC qui vient de sortir une étude qui dit que pour $1 investi en IA, aujourd'hui le ROI il est à $3,7, voire certains jusqu'à $10. Donc ça veut dire que, et c'est ça qui est aussi extrêmement important, c'est de pouvoir mesurer qu'est-ce que permet de faire ces IA et qu'est-ce qui permet de gagner. Aujourd'hui, on a une notion d'un peu de maturité de différents clients avec lesquels on travaille, qui sont, on va dire, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est on vient automatiser des tâches existantes. C'est le premier niveau qui est assez rapide. J'ai une tâche qui prenait du temps, qui était répétitive. Une IA va savoir la faire. Le deuxième niveau, c'est de monter en qualité. C'est le travail d'un collaborateur. Je ne sais plus quel exemple, c'était pour un utilisateur qui va utiliser l'IA, par exemple, pour faire des informations voyageurs, de pouvoir potentiellement parler toutes les langues. Ça, je sais que c'est des choses qui ont été expérimentées, notamment avec les Jeux Olympiques. Donc, c'est augmenter sa qualité qui, aujourd'hui, permet de le faire grâce à l'IA, notamment pour les langues, mais pour évidemment plein d'autres sujets, pour les résumés de meetings ou des choses comme ça. Et la troisième étape, c'est la dernière et c'est presque la plus complexe, c'est finalement comment je viens changer mes process grâce aux IA génératives et comment ils viennent se transformer. Et cette transformation des process, du coup, dès le début, il faut les concevoir de manière green, et 2, il faut pouvoir les mesurer pour que, du coup, si je mets en place ce nouveau process, qu'est-ce que je gagne et quel est mon ROI pour que le coût d'investissement, parce qu'évidemment, il n'est pas neutre, ça demande des ressources, essentiellement des coûts électriques. Donc on y travaille aussi pour que ça en consomme de moins en moins, mais pour que je puisse mesurer ça. Et aujourd'hui, il y a les premiers outils qui permettent de mesurer justement cette utilisation de l'IA avec cette mesure de retour sur investissement. Mais apparemment, c'est quand même très compliqué si on entendait ce que disait tout à l'heure, notamment Arnaud Vallas. Je vais vous donner la parole, Martha Alvarez.
Donc, vous travaillez, comme je disais tout à l'heure, à l'EIT Urban Mobility, donc une entité liée à l'Union européenne, à la Commission européenne. Dites-nous déjà quelques mots de cette entité pour laquelle vous travaillez, et puis après, vous nous expliquerez comment, justement, vous abordez cette question de l'IA dans le cadre de vos activités. Merci et bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que c'est l'EIT Urban Mobility? Nous sommes le principal réseau européen pour l'innovation dans la mobilité urbaine. L'EIT Urban Mobility est l'une des 9 communautés actuelles soutenues par l'Institut européen d'innovation et technologie. Donc, quel est notre objectif principal? Notre objectif principal, c'est d'aider les villes à atteindre les objectifs climatiques. On parlait de ce sujet. Et comment nous faisons ça? Donc, on travaille avec tout l'écosystème de la mobilité urbaine à niveau européen et on le rend au service des villes. Pourquoi? Pour les aider à tester, identifier et implémenter les solutions les plus appropriées à leurs défis. Donc, en tant qu'entité européenne, nous innovons avec 1000 entités, plus de 1000 entités aujourd'hui en toute Europe, et plus de 80 sont des villes et des régions. Donc, ça sera un petit résumé de ce que c'est l'EIT Urban Mobility et quelle est notre vision. Donc, on parlait de green, de l'impact. Donc, l'EIT Urban Mobility, en tant qu'entité européenne, on partage pleinement la vision de la Commission européenne, c'est clair. Et c'est une intelligence artificielle digne de confiance, éthique et centrée sur l'humain. Donc, d'une part, je fais un petit résumé aussi, récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Donc, d'une part, on voit que l'IA a un énorme potentiel de transformer la mobilité urbaine, car elle permet l'optimisation des flux de trafic, amélioration de la sécurité, de la durabilité, mais d'autre part, on parlait des risques. Le manque de transparence actuelle dans le système d'IA génère du scepticisme et aussi de la réticence à l'adoption, car elle pose d'importantes questions, non, sur la transparence, sur la confidentialité et sur la sécurité des données. Donc, dans ces contextes, on parlait des bénéfices, on parle des risques. Et nous, chez l'EIT Urban Mobility, nous soulignons dans tous ces contextes 3 leviers que je voudrais souligner ici. Donc, premier de tout, c'est augmenter les investissements dans l'IA pour que l'Europe puisse rattraper son retard dans la course mondiale de l'IA. Donc, c'est évident aujourd'hui que la Chine et les États-Unis domine pleinement les investissements, et tandis que l'Europe reste un peu plus modeste, on dirait. Donc, cependant, les prévisions pour le marché européen montrent une croissance régulière qui permettrait de renforcer la compétitivité de l'Europe face aux États-Unis et à la Chine. Des exemples, l'Europe a déjà investi et prévoit d'investir des sommes importantes dans les domaines de l'IA. Exemple de programme que vous connaissez sûrement. Grâce à l'Horizon Europe et Digital Europe, l'Europe prévoit d'investir 1 milliard par an dans l'IA. Et le programme Next Generation a alloué 4,4 milliards d'euros pour des initiatives de l'IA. Donc, investissement. Ça, c'était le premier levier. Deuxième levier, améliorer l'infrastructure en données pour maximiser tous les avantages, tous les bénéfices qu'on parlait ici de l'IA. Donc, la standardisation et l'exactitude des données sont des éléments essentiels pour maximiser, non, pour optimiser tous les avantages de l'IA. Donc, on parle de disposer des structures communes des données et d'avoir la façon de collecter les données de façon appropriée pour éviter des erreurs et garantir une synchronisation optimale. Donc, on parlait deuxième levier et troisième levier, très important, régulation. Donc, implémenter un cadre clair pour avoir une IA éthique et fiable, responsable. Donc, c'est pour cette raison que l'Europe a
a mis en vigueur le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Ce règlement est entré en vigueur cette année, 2024, et toutes les dispositions seront appliquées progressivement jusqu'à 2026. Donc, ce règlement constitue un cadre clair, uniforme pour tous les pays européens. Deux questions importantes sur ce cadre. Il établit des exigences et des obligations claires concernant toutes les utilisations spécifiques de l'IA. Et deuxième, il adopte, qu'on peut parler après, si on a le temps, d'une approche basée sur les risques pour réguler tout le cycle de vie de l'IA, avec des pénalisations en cas de non-conformité. Donc, on dirait que ce règlement vise à garantir, assurer une utilisation responsable, fiable, éthique, digne de confiance en Europe, tout en équilibrant l'innovation, on parlait, mais aussi les valeurs sociales. Donc, ça, c'était les aspects plus importants et notre vision en tant qu'entité européenne sur l'IA. Eh bien, justement, donnez-nous des exemples concrets de la façon dont vous intervenez. Je crois que vous soutenez des startups dans des projets d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui. On n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais vous partager beaucoup d'exemples qu'on finance. Mais j'ai choisi 3 exemples avec des applications, des technologies, des objectifs très différents. Donc, premier objectif, il s'agit de réduire l'impact environnemental. Donc, on a financé une application qui mesure la qualité d'air à partir des capteurs et qui sert en même temps comme base de l'élaboration de politiques de mobilité, puisqu'on est possible de créer différents scénarios avec cet outil et peut-être ajouter et enlever des pistes cyclables, par exemple, ou mettre en place des zones à faible émission. Donc, comme ça, on peut voir bien l'impact que les stratégies de mobilité ont sur la qualité d'air dans une ville. Deuxième exemple, objectif, optimiser le trafic et améliorer la sécurité. Donc, avec cet exemple, on vise à analyser et à concevoir des intersections intelligentes pour éviter des points de congestion dans les villes et réduire le risque d'accidents graves. Donc, grâce à un ensemble de hardware, de matériel, par exemple des dispositifs IoT ou de caméras, donc on collecte des données et ces données sont traitées après par une plateforme logicielle qui aide les villes à prendre des décisions. Et troisième et dernier exemple, comment gestir de façon intelligente le stationnement sur les trottoirs et les bordures. Donc, on a financé une solution qui utilise la vision par ordinateur pour s'assurer que les moyens de transport de micromobilité, comme les trottinettes ou les scooters, sont stationnés correctement. Donc, de cette façon, il est possible de prévenir le stationnement illégal, désordonné de ces moyens de transport qui pourraient mettre en danger les citoyens et d'autres véhicules. Donc, un petit résumé de ces 3 projets. Mais très varié, très intéressant et qui nous permet effectivement d'avoir une idée de ce que vous faites. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, proposer à Lorraine de Montenay, qui est consultante, qui est experte dans le domaine numérique et qui intervient auprès de collectivités et d'entreprises, de venir nous rejoindre. Et puisqu'on a beaucoup évoqué l'impact environnemental de l'IA, et puisque c'est une experte de ces sujets, j'aimerais une première réaction sur ce que vous avez entendu et peut-être une question que vous souhaiteriez poser à nos intervenants sur l'impact environnemental de l'IA. Très bien, merci. En fait, j'ai beaucoup de réactions, effectivement, à tout ce que j'ai entendu parce que c'était très riche. Donc, peut-être déjà pour commencer, du point de vue de l'impact environnemental, c'est important de rappeler que l'IA, ça fait partie du numérique et que le numérique, à l'heure actuelle, mange 40% de notre budget soutenable pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique en tant qu'Européens. Donc, ce qui veut dire que si on décide de réduire l'ensemble de nos impacts environnementaux pour rester en dessous de ce budget de 1,5 degré de réchauffement climatique,
qu'on décide de faire des efforts dans l'ensemble de nos activités, manger, se loger, se chauffer, se déplacer, etc., et qu'on se dit, bon, je ne vais pas faire d'efforts sur le numérique, je me garde ce confort-là, ça veut dire qu'il nous reste 60% du budget pour faire tout le reste. Voilà. Donc ça veut dire que le numérique a besoin lui aussi de faire un effort. Et ça, c'est quand même un point qui me semble important de rappeler pour une mise en contexte, pour rappeler en fait qu'en fait, on a une marge de manœuvre qui est globalement assez réduite sur l'empreinte environnementale que peut se permettre le numérique dans son ensemble, et du coup, de facto, aussi pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, dont l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est pour la mise en contexte un peu globale. Pour rappeler effectivement cette différence entre IA générative et IA classique, effectivement, sur l'IA générative, on constate qu'en termes d'impact environnementaux, c'est là aussi où il y a clairement, pour l'instant, le plus de flou sur quels sont les impacts réels. Selon les études qui ont déjà pu avoir lieu sur le sujet, déjà pour l'instant ces études n'arrivent qu'à mesurer les émissions qui sont liées à la consommation électrique des modèles, donc c'est extrêmement limité, c'est qu'un tout petit aspect de l'ensemble des impacts environnementaux qui pourraient avoir lieu. On ne sait pas encore dire quel est l'impact environnemental lié à la fabrication des équipements, les GPU, les TPU, quid aussi des besoins de refroidissement supplémentaires liés à l'IA, car ce sont des puces qui ont besoin qui sont très très énergétiquement puissantes et donc du coup diffusent énormément de chaleur, donc elles ont besoin de beaucoup plus de refroidissement que des équipements de calcul classiques, on va dire. Donc c'est pas du tout le même système de refroidissement. Les data centers, du coup, ne sont pas équipés à l'heure actuelle pour pouvoir refroidir efficacement les baies de ce type de serveur. Donc, pour l'instant, on a des choses un petit peu originales, comme par exemple du refroidissement où on met des grands ventilateurs juste devant les baies qui sont spécifiques IA pour là cracher de l'air de façon beaucoup plus importante. Il y a des projets qui sont en cours de data centers qui reviennent en arrière et qui déconstruisent ce qui a été fabriqué pour construire de nouveaux centres de données qui sont cette fois IA compatibles avec des puissances beaucoup plus importantes. En termes d'enjeux environnementaux, parlons tout simplement aussi d'un sujet d'infrastructure. À l'heure actuelle, les puissances réservées des data centers sont beaucoup plus petites pour des data centers classiques que ce qui sera nécessaire pour des data centers IA compatibles. Là, on parle de puissances réservées en dizaines de mégawattheures, voire en gigawattheures. En gigawatts. Donc c'est des puissances qui sont astronomiques. J'ai un exemple d'un data center aux États-Unis qui est prévu par Meta, qui devra faire 2 gigawatts et qui du coup dans le projet est prévu d'être raccordé à de la combustion de gaz hors réseau électrique des États-Unis pour pouvoir être complètement indépendant en termes de consommation. Donc on arrive à des aberrations complètes sur ce sujet-là, avec des impacts environnementaux qui sont énormes sur la consommation électrique. Et encore une fois, cette consommation électrique, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment juste le point d'entrée visible, juste la surface de l'iceberg. Donc pour l'instant, en fait, ce qu'on peut voir en termes d'optimisation qui sont faites pour dire oui, on va optimiser nos modèles pour essayer d'être moins gourmands, pour essayer de faire les choses plus sobrement, pour l'instant, c'est absolument pas visible sur la croissance énorme qu'on peut constater sur les impacts qui ont lieu sur ce secteur. Et pour l'instant, encore une fois, on n'a même pas encore la vue globale sur ce sujet. On ne voit que des petits aspects. On voit par exemple que pour l'inférence, on a des impacts qui vont de 1 à x 6833 selon si on utilise un modèle qui est, on va dire, spécifique à une task spécifique, ou si on utilise un modèle qui permet de générer des images. Donc là, vous voyez qu'on a des ordres de grandeur qui sont hallucinants et qui méritent vraiment qu'on s'attelle vraiment à la question des impacts environnementaux dans leur ensemble derrière. Et pour vous citer un peu quelques exemples d'autres impacts qu'on pressent et pour lesquels on n'a pas encore de données, très clairement, il y a une grosse question sur l'eau, les quantités d'eau consommées. On a une très grosse question sur l'impact foncier. L'impact foncier parce qu'en fait, il y a énormément de projets de nouveaux data centers. Et typiquement, par exemple, là en France, actuellement, les projets qui sont en cours pour les 5 prochaines années, c'est 26% de mètres carrés
de data centers supplémentaires par rapport à ce qui est déjà construit. C'est énorme. Donc on est vraiment sur quelque chose qui prend des proportions qui sont bien au-delà de tout l'aspect virtuel, sympathique qu'on peut trouver à l'IA en première intention. Merci. Donc voilà un panorama un peu inquiétant, mais réel. Et j'aimerais savoir comment les entreprises qui font du service public, du transport public, donc du service public, justement envisagent cette question et la gèrent et réfléchissent. Et je vais vous donner à tous la parole, évidemment. Et comme le temps tourne, et que j'aimerais aussi qu'on puisse prendre quelques questions dans la salle, voilà, si vous pouvez répondre rapidement à une question qui mériterait de longs débats, bien sûr. Alors, tout ce que vous avez dit, effectivement, on s'inscrit complètement là-dedans avec cette question de comment on mesure. Alors, on arrive déjà à mesurer, effectivement, sur l'usage. Après, la quote-part de l'entraînement des modèles, c'est aussi un sujet que vous n'avez pas complètement évoqué, mais de se dire comment on prend cette quote-part à un moment donné. Le premier sujet, c'est de se dire on ne va pas redévelopper des LLM. Ça, c'est la première question. Effectivement, nous, on a décidé de, bien sûr, ne pas aller là-dedans. La question de la quote-part, elle est importante. Mais avant ça, c'est de se dire, et je l'ai dit tout à l'heure, le sujet, c'est d'acculturer et de former aussi nos collaborateurs à se dire, effectivement, la consommation faite pour une image, pour une vidéo, n'est pas la même que sur un sujet de texte. Et ça, c'est des choses que nous, on va remonter en disant, vous avez fait cette requête, voilà ce que ça pèse en termes d'impact CO2. On n'est que sur l'impact CO2. Comme vous l'avez dit, on n'arrive pas à avoir des données sur l'eau actuellement, mais bon, j'espère qu'un jour, on l'aura. Mais l'autre sujet, et moi, j'aime bien une analyse une vision du Gartner sur ce sujet-là, c'est de se dire, on est quand même sur un secteur qui fait partie de la solution, la mobilité partagée. Donc dès lors, effectivement, qu'on utilise l'IA générative, qui nous aide effectivement à gagner de la part de marché, ça peut contribuer à la solution. Mais ça veut dire qu'effectivement, on n'utilise pas l'IA pour l'IA. Le sujet, c'est de se dire, oui, on utilise l'IA pourquoi ? Et ça, on doit le faire de manière raisonnée. Nous, ce qu'on a décidé, c'est de se dire, on s'inscrit dans les territoires à travers une méthodologie qu'on appelle Open by Keolis, enfin qu'importe, mais le sujet, c'est de se dire, on travaille avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que c'est là où on doit travailler les cas d'usage prioritaires qui sont vraiment prioritaires et vraiment utiles. Effectivement, on va mesurer l'impact, mais on va se focaliser sur des sujets qui nous aident dans le territoire, parce que chaque territoire est différent, à faire préférer effectivement le transport public. Et là, on va travailler avec les collectivités locales, on va travailler avec les académiques qui portent aussi ces questions de durabilité, d'éthique, de données et de souveraineté. Et c'est l'ensemble de ces sujets qui vont nous permettre effectivement de sélectionner les cas d'usage pour avoir toujours, des cas d'usage où l'IA est vraiment utile pour pas se disperser, effectivement, risquer de creuser ce risque. Qui veut prendre la parole ? Mathilde Villeneuve. Alors juste en complément, je reviens sur l'usage. C'est pas parce que tout le monde en parle qu'il faut en faire partout et n'importe où. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appétence. On reçoit énormément d'opportunités, de remontées d'opportunités par nos métiers. Elles sont toutes examinées et on utilise l'IA que partout c'est nécessaire. Parmi les critères qu'on utilise à la RATP, c'est si j'ai une alternative crédible autre que d'utiliser de l'IA. En vrai, je vais d'abord investiguer la façon de résoudre le problème. Et si les prérequis en termes de maîtrise des processus ou de maîtrise des données ne sont pas là, j'y vais pas. Ça me fait la transition vers un deuxième aspect. Et ça, c'est commun avec la RGPD. C'est des choses qu'on a déjà intégrées depuis longtemps. C'est de minimiser les données qui sont utilisées pour nous. On parle de RAG, donc on parle d'utilisation de nos données pour améliorer la qualité de réponse à nos utilisateurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai enjeu de data gouvernance. Alors c'est vrai, ce n'est pas le sujet qui fait le plus plaisir dans cette phase cachée autour de l'IA, mais moins vous investissez dans la maîtrise des données de référence, des données patrimoine, plus vous encourez le risque de cramer de la puissance de calcul, de la recherche et de complexifier vos analyses parce qu'en fait, vous compensez une non-qualité documentaire. Ça, on n'en parle pas encore beaucoup sur l'IA générative. C'est vraiment un sujet clé sur la data classique et sur l'IA classique. Le principe de minimisation de la donnée, c'est un principe fort qui est inscrit dans la réglementation. Sur l'IA générative, on ne va pas se tromper, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, ce qu'on fait côté RATP dans les leviers, au-delà de la sélection drastique des usages, ROI, B-case, si je peux faire autrement, je fais d'abord autrement. OK, très bien. L'autre sujet, c'est l'investissement qui a été fait sur la mise en gouvernance des données stratégiques, des données référentielles, pour justement pouvoir contribuer
au-delà de nos choix de modèles, à s'assurer qu'on fait pas, on ne fait pas l'économie d'avoir une démarche pragmatique en matière d'utilisation de l'IA générative. Non, peut-être juste aussi pour réagir du coup à ce que vous partagiez. Je vais juste rappeler alors déjà la raison d'être de SNCF Connect & Tech, c'est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Ce serait dommage que cette vocation et ce volet vert, sans faire de greenwashing, on vienne le cramer entre guillemets parce qu'on voudrait se jeter sur l'IA. On l'évoquait, je crois, juste avant, en amont, avant cette table ronde. Nous, en tout cas, dans ce qu'on a mis en place, il y a vraiment la volonté de, comme je vous l'ai dit, on n'est pas rentré sur nos sujets, en tout cas, sur l'idée de faire de l'IA pour faire de l'IA, de l'IA générative pour faire de l'IA générative. On y est rentré parce qu'on avait des sujets à adresser, qu'on n'avait pas de réponse satisfaisante. Après, je reprends une image. Si je reprends une image, en tout cas, que j'ai déjà développée, que j'ai déjà partagée à certains, on ne va pas prendre une Ferrari pour aller faire les courses au marché du coin. On va peut-être prendre la Twingo, voire y aller à pied. Donc on est un peu dans cette approche-là, de se dire l'IA générative, on l'utilise réellement quand on en a besoin. Dans d'autres cas, peut-être que la simple algorithmie, peut-être que, pourquoi pas, des fois, des réponses en dur suffisent. Donc, on essaie vraiment, by design, d'avoir ce type de réflexion-là. Et puis après, il y a des choses aussi, alors je ne suis pas suffisamment technique, il y a peut-être des interlocuteurs qui pourront le repréciser, mais tous les modèles ne se valent pas. Certains modèles très spécifiques seront nécessaires dans certains cas de figure, mais dans 99% d'autres cas de figure, peut-être que des modèles qui sont plus frugaux seront suffisants. Donc c'est cette logique-là, effectivement, on n'est qu'au début de l'histoire, mais c'est cette logique-là qu'on essaye d'adopter. Pierre Lagarde. Oui, je vais donner deux, trois éléments. Le premier, c'est on a un engagement qu'on avait pris il y a déjà quelques années, avant l'arrivée de l'IA générative, sur nos engagements autour d'arriver à une neutralité carbone. On a annoncé qu'on ne la changeait pas malgré l'accélération de l'IA générative. Et je vais vous donner 3 exemples avec quelques chiffres que vous pouvez garder en tête. Le premier, c'est, et vous avez raison, tout ne vient pas que du modèle. Et on l'applique, c'est-à-dire que, aujourd'hui, dans la construction même des data centers, on le fait avec des bétons qui sont différents. On a même annoncé des data centers plus légers avec une partie en bois pour justement avoir moins de béton. Le deuxième, on a annoncé la création de nos propres puces. Le fait qu'on puisse créer, Microsoft, nos propres puces pour faire de l'inférence en IA, en fait, permet d'avoir justement exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette chaîne de refroidissement de bout en bout. On crée nos data centers, du coup, on crée les puces, on va créer les puces qui vont exactement dans les data centers, qui vont être optimisés justement pour faire de l'IA. Et le troisième, je ne vais quand même pas l'évacuer, vous en avez un petit peu parlé sur l'optimisation des modèles, et du coup, je vais vous donner un chiffre. ChatGPT, les premières fois qu'ils sont venus voir Microsoft pour entraîner GPT-3, qui était le modèle que vous avez tous utilisé à l'arrivée de ChatGPT, en fait, avait une demande pour entraîner le modèle. Il fallait 200 000 machines et 10 000 GPU. C'est colossal, effectivement, pour faire justement cet entraînement. C'est pour ça qu'il y a très peu d'organisations qui font cet entraînement. Il faut savoir que les premières fois qu'ils ont lancé l'entraînement, chaque itération prenait plusieurs semaines. C'était inacceptable pour plein de raisons. Des raisons financières, des raisons en termes de durabilité, et aussi, justement, il fallait optimiser ces éléments-là. Aujourd'hui, on a refait le test, parce que justement, on a travaillé avec les constructeurs et aussi le logiciel. On a descendu, en fait, cet entraînement de plusieurs semaines. On a refait le test, on est descendu à 3 minutes. Et ça, en fait, c'est pourquoi, en fait, on en arrive là, c'est qu'on est dans l'an 2 de l'IA. On est tout au début de l'IA, de ces IA génératives. On est en train d'optimiser. Il faut continuer à le faire. On n'est pas encore à l'optimisation maximum, mais ça va passer par une phase d'optimisation qui est une phase d'optimisation en termes très techniques, ou d'aller chercher le bon modèle pour faire le bon traitement. Ça, c'est essentiel. Et en termes de rapidité même de réponse à l'utilisateur, tout le monde y gagne quelque part en allant chercher le bon modèle. Donc, on est en train d'innover sur tous ces aspects-là, pas qu'un seul aspect. C'est effectivement un challenge qui est complexe à relever, mais on le prend et on en est extrêmement conscient.
Je vais vous donner la parole. Juste, je voudrais vous prévenir que j'aimerais bien prendre quelques questions dans la salle. Donc, le micro va arriver. Et si vous souhaitez poser la question, levez la main, on vous donnera le micro. Et donc, on vous écoute. Oui, je voulais réagir du coup sur les chiffres que donnait Microsoft. Il me semble que dans le dernier rapport sur le développement durable de Microsoft, les émissions ont augmenté de 29% en 2023 par rapport à cet engagement 2020. Et la consommation d'eau utilisée a augmenté de 23%. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans une perspective qui est alignée avec cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc je serais très curieuse de savoir comment est-ce que vous allez infléchir la courbe qui pour l'instant continue d'augmenter. Alors justement, elle continue à augmenter et les investissements qu'on fait en termes de R&D pour justement la refaire descendre. Et justement, ce qui a été dit aujourd'hui, on a le fameux PUE sur la partie électrique. On travaille aussi sur cette partie consommation d'eau dans les data centers pour la mesurer et l'optimiser. Et effectivement, pour même la partie refroidissement même des data centers, on est en train aussi de travailler pour les refroidir de manière liquide et pas par l'air, qui permet justement d'avoir une efficacité meilleure en immersion. Et ça, ce sont des innovations, des investissements qu'on fait pour justement changer cette tendance. Mais cette tendance, et c'est pour ça que on s'est engagé tous les ans à faire notre rapport. Et c'est aussi ça qui, quelque part, nous oblige à investir pour justement changer cette tendance. Mais aujourd'hui, il y a une forme, enfin, on l'a subi dans les résultats. Par contre, dans les faits et dans nos investissements, on essaie justement de la contrôler pour demain. Merci. Alors, y a-t-il une question? Alors, monsieur, il y a deux mains qui se lèvent. Je ne sais pas si, au milieu sur votre droite. Voilà. Et un peu devant après. Allô. Oui. Si vous pouvez vous présenter et poser une question très rapide parce que le temps tourne très vite. Théo Pinardin, data scientist. J'aurais une question. Donc, vous avez bien parlé des fournisseurs de modèles. Il y a ces fournisseurs, ils ont plusieurs stratégies, on peut en voir. Il y en a qui sont très dans on a nos modèles et on est propriétaire de nos modèles, comme par exemple OpenAI ou Microsoft, ou même Anthropic. Et il y en a d'autres qui ont une vision un peu plus où on a des modèles propriétaires, mais aussi on donne certains modèles en open source, ce qu'on appelle. Donc on a Mistral, on a Qwen, on a tous ces différents acteurs. Microsoft aussi. Microsoft aussi. Est-ce que vous pensez que cette idée d'avoir des modèles open source pour le bien commun est un doux rêve et que dans quelques années, on sera juste obligé de passer par ces seuls fournisseurs? Et ensuite, une autre question, c'est, comme vous l'avez bien dit, ça demande des infrastructures pour entraîner un modèle, des coûts énormes. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que dans quelques années, il n'y ait que 3-4 grandes entreprises qui puissent faire ces activités-là et que ça crée un monopole un peu comme on a avec les GAFAM actuellement? Voilà, merci. Je vais prendre la première sur la partie des modèles. Alors, je pense qu'il faut aussi clarifier, on parle de modèles open source, ce qui n'est pas complètement vrai. On parle de modèles open ways, où on ouvre les poids. Si je prends Mistral, effectivement, leur poids est ouvert, c'est-à-dire qu'ils fournissent leur modèle. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos propres data centers, dans vos propres machines, sur votre téléphone. Par contre, ils n'ont pas mis en open source la façon d'entraîner le modèle. Et donc, il y a même 3 catégories aujourd'hui. Il y a la partie purement entreprise, avec les modèles qui sont payants type OpenAI et Mistral large. La partie open ways, dont Mistral, et la partie vraiment open source, où on a toute la partie entraînement qui est fournie. Et c'est aujourd'hui une activité qui est nouvelle dans l'industrie. Chacun a son modèle économique. Ce modèle économique, chacun va le trouver quelque part, ils vont se chercher. Mistral a une double activité. Microsoft, on a quelque part cette double activité. On n'a pas de modèle en propre. On commercialise celui d'OpenAI, mais on a des plus petits modèles type Phi qui sont des modèles en open ways, comme Mistral. Llama est plutôt en open ways aussi, côté méta. Aujourd'hui, il y a, dans l'industrie, il y a à peu près 1800 modèles qui existent. Il y en a moins en version payant, mais effectivement, c'est ceux qui sont les plus efficaces. Donc, on a une courbe aujourd'hui qui est en train de monter.
Récemment, il y a eu un comparatif entre le modèle Phi 3.5, le modèle OpenWeights de Microsoft, avec le GPT-3 historique, qui sont quasiment équivalents. Donc aujourd'hui, oui, l'industrie est drivée par les modèles qui sont plutôt payants, qui sont les plus efficaces. Et justement, les plus petits modèles ou les modèles en OpenWeights, aujourd'hui, montent en efficacité. Et quelque part, c'est l'industrie qui est comme ça, et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, très honnêtement, pour répondre à votre première question. La deuxième question, c'était intéressant parce que pour discuter avec le CTO de Mistral, il avait aujourd'hui un constat, c'est que le nombre de paramètres d'un modèle dépend de manière linéaire du nombre de GPU dans lequel vous le faites entraîner. Ça veut dire que si vous voulez un modèle extrêmement complexe, il vous faut beaucoup de GPU. J'en ai parlé tout à l'heure, 10 000, 20 000 GPU. Aujourd'hui, on ne sait pas trop faire autrement. Donc, le constat, plus vous voulez un modèle qui va être complexe, plus il vous faudra de GPU. Mais encore une fois, on est dans l'an 2. Et si je reviens ici dans un an, il y aura peut-être une contre-vérité sur ce sujet-là parce qu'on aura inventé quelque chose d'autre. Et honnêtement, l'activité et tout ce qui tourne autour de l'innovation derrière ces modèles d'IA générative est phénoménal. Il y a une nouveauté quasiment tous les jours sur un nouveau modèle, une nouvelle façon de le faire. On a des premiers modèles qui sont des modèles de, non pas d'IA générative, mais des modèles de raisonnement, le fameux modèle O1. C'est des choses qui, aujourd'hui, qui sont en train de se découvrir au niveau industriel. Et encore une fois, on est juste en an 2, et on n'est pas du tout en train de redescendre sur la fameuse courbe du hype. Je pense qu'on est juste en train de monter. Alors, il y avait une deuxième question de monsieur. Bonjour, André Lopez de Bosch Engineering. J'ai deux questions par rapport à la dépendance. La première, c'est la dépendance de nos étudiants de la nouvelle génération et l'impact dans l'avenir, parce que les modèles d'IA sont beaucoup alimentés par des données que viennent de, par exemple, quand c'est du code, génération de code, c'est le Stack Overflow, c'est des questions et des réponses que milliers ou des millions de personnes ont répondu. Maintenant, on n'utilise que de l'IA. Est-ce qu'on va avoir assez de données dans l'avenir? La deuxième question, c'est par rapport à la dépendance de l'Europe. En Europe, on a beaucoup de réglementations sans avoir beaucoup d'IA, alors qu'aux États-Unis, en Chine, ils ont beaucoup d'IA sans avoir beaucoup de réglementations. Normalement, dans les autres pays, ils poussent la technologie aux limites et c'est après qu'ils commencent à réglementer. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose ici? Voilà. On peut peut-être donner la parole à Martha Almaris pour la deuxième question. Et après, je pourrais répondre à la première. J'ai un chiffre à vous partager. Oui, merci pour la question. On parlait avant de toute la réglementation de l'Europe. On dirait que dans le panorama mondial, actuellement, les États-Unis, il est connu parce qu'il y a beaucoup des acteurs grands dans l'IA. La Chine, les financements, les grands investissements publics qu'ils font. Et l'Europe se positionne, on pourrait dire qu'il pourrait prendre un rôle clé en prenant la tête de la régulation pour trouver des niches dans une IA éthique et responsable. On dirait que le rôle que l'Europe prend dans tout cet écosystème mondial de l'IA, c'est celui-ci. Pour répondre à votre... Pardon, je veux finir. Ce qui permettrait, je disais avant, le premier levier, c'était augmenter l'investissement dans ces cours, non, pour que l'Europe puisse rattraper un peu le retard qu'on a, comme vous venez de mentionner. Mais c'est clair qu'il y a des niches aussi spécifiques dans les initiatives d'IA qui ont besoin d'une régulation spécifique. Et l'Europe, avant, a montré, par exemple, avec la régulation GDPR, qui est toujours engagée dans la protection des données et la confidentialité. Donc, si on parle d'investissement, oui, la réalité est telle qu'elle. Mais si on parle d'être en tête d'une IA éthique responsable, on dirait que l'Europe a un rôle clé et pourrait trouver des niches spécifiques. Pour répondre aux lignes de code, je vais vous partager un chiffre qu'on a partagé il n'y a pas très longtemps et que GitHub a partagé. En 2023, chez Microsoft, donc les développeurs chez Microsoft,
ils ont accepté 79 millions de lignes de code générées par l'IA. C'est colossal. Et pourquoi je prends volontairement ce chiffre? Pour 3 raisons. La première, c'est que, 1, le code qui est généré, il est plus sûr. 1, il est mieux documenté. Et 2, il a moins de bugs. 3, pardon, il a moins de bugs. Et pourquoi? Et du coup, vous allez faire un parallèle très rapide. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont testé des modèles d'IA générative type ChatGPT, est-ce qu'aujourd'hui, ces modèles font des fautes d'orthographe? La réponse est non. Ils font très peu de fautes d'orthographe. Pourtant, ils ont été entraînés sur des échanges de chat. Je pense que si vous avez parcouru ces chats, il y a des fautes d'orthographe dans tous les sens. C'est quasiment la même chose pour le code source. C'est-à-dire que oui, ils ont lu du code source qui n'est pas parfait. Par contre, au moment de l'entraînement et au moment de la vérification, au moment où justement on vient fine-tuner et on vient se focaliser sur les résultats, c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de 50%, je challengerai un tout petit peu. Aujourd'hui, on sait contrôler justement ces sorties, et ces contrôles de sortie permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure qualité, notamment pour le code source, et c'est pour le coup, on est sur un an quasiment 3 de la génération de code source, là où on est plutôt sur un an 2 sur la partie génération de texte. Donc aujourd'hui, c'est des solutions qui sont extrêmement adoptées par les développeurs et avec des retours sur investissement qui sont extrêmement élevés et sur la qualité qui est fournie qui est aussi extrêmement élevée. Je ne sais pas si ça a répondu à la question ou ça vous fait un peu plus peur, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Et si je reviens en arrière, je suis un petit peu... vous voyez mes cheveux blancs. J'avais eu cette discussion historiquement avec le langage objet, où tout le monde disait il ne faut pas faire du langage objet, il faut refaire de l'assembleur parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On en est presque... C'est les mêmes types de discussions. Oui, aujourd'hui, un développeur, il y a une partie du code qui peut être fait par l'IA, parce que c'est des choses qui sont extrêmement simples. Après, peut-être qu'on peut ajouter le fait que, c'est aussi poussé par l'OCDE, le fait de se dire il y a plusieurs choix. Est-ce que c'est l'humain remplacé ou l'humain augmenté? Et je pense que ce qu'on fait résolument, c'est de se dire c'est pas supprimer les développeurs. On a aussi, nous, nos développeurs qui utilisent du GitHub ou d'autres types d'outils. Effectivement, c'est de se dire comment on se professionnalise et comment on est formé à ces outils-là tout en gardant notre part dans la chaîne de valeur. Et peut-être juste... un mot de conclusion. Je voulais justement vous redonner la parole à tous les trois pour un mot de conclusion du côté des représentants des opérateurs de transport. Suite à cette table ronde, qu'est-ce que vous avez envie, comment vous avez envie de conclure vraiment très vite, en 1 minute chacun, si c'est possible? Et je vais commencer. Je voudrais revenir sur les éléments apportés par Lorraine, l'invité surprise. Et je pense que les questions sont très vraies. On n'a pas les réponses. Vous l'avez dit vous-même, mais je n'ai pas les réponses. C'est d'ailleurs chez Transdev, c'est dans les 5 axes que j'ai partagés tout à l'heure, l'axe acceptabilité. Je l'ai mis en numéro 2, mais j'aurais pu le mettre. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Je pense qu'il y a eu des éléments de réponse dans la mesure. On a, et pour finir, je pense une responsabilité collective, et il y a une responsabilité des gens de la tech. Je suis d'accord avec ça. Merci. Mathilde Villeneuve, vous voulez ajouter un mot? Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on peut souligner, et ça on l'a tous bien illustré, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui va vite. L'enjeu pour nous, dans les entreprises, notamment dans le transport et dans le service public, c'est de comprendre comment utiliser et pourquoi utiliser ces technologies-là. Voilà, où je vous rejoins, c'est que oui, faire tout et n'importe quoi, c'est pas l'option. Et donc, on est dans cette phase-là, on est dans cette phase d'identification des chaînes de valeur qui sont principales, là où il faut investir, là où il faut aller, sans passer à côté d'un vrai sujet. Derrière votre question, j'aime bien, monsieur, vous dites la dépendance par rapport à la donnée. Il y a de gros axes de réflexion. Si la machine est partout, comment est-ce que l'humain accepte encore d'être augmenté? Comment est-ce qu'il continue à apprendre pour pouvoir décider s'il prend le conseil de l'IA ou s'il ne le prend pas? Ça, c'est des sujets qu'on découvre sous l'angle de l'IA générative, mais qui ne sont pas nouveaux. Les avions et du pilotage automatique, sachez que les pilotes sont formés régulièrement, ils repassent des formations, ils sont sur simulateur. Voilà, continuer à être capable de piloter, c'est un surcoût. C'est ce qu'on dit beaucoup, nous, dans l'échange et l'accompagnement qu'on a au métier. Et retenez ça, c'est qu'en fait, ça ne vient pas abêtir l'humain, c'est une exigence supplémentaire pour l'humain. C'est-à-dire, ce n'est pas un moyen de payer moins cher une activité, d'avoir des profils moins qualifiés. C'est autrement plus complexe que ça. Il y a la formation au prompt, mais pas que.
Il y a la formation à l'expertise qui est d'autant plus nécessaire quand on vient rajouter ces IA génératives dans l'écosystème de nos métiers. Donc ça, je vous le partage, vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi je pense que c'est surtout un point de vigilance, ne pas se tromper de combat. On ne cherche pas à faciliter, enfin en tout cas à rendre simple des choses complexes, on cherche à augmenter et ça passera aussi beaucoup par la formation des métiers de demain. Oui, un dernier mot, juste pour se rappeler tous collectivement qu'il y a 2 ans, ça n'existait pas. Et donc, il y a 2 ans, si on parlait de cette discussion avec ces cas d'usage, ça aurait apparu comme vraiment de la science-fiction. Et quand on parle au LLM, j'ai eu la chance de discuter avec la plupart d'entre eux dans la Silicon Valley, eux, ils disent que la version qui va sortir, ils connaissent le contenu à 80%. C'est l'exemple de la traduction. On a découvert qu'ils savaient traduire, mais ce n'était pas une fonctionnalité attendue. Et la version d'après, ils ne savent pas ce qu'il y aura dedans. Donc quand il y a des cabinets de conseil qui font des prévisions à 5 ans, etc., ça peut être un peu... Là, c'est vraiment de la science-fiction. Donc on est dans l'inconnu. Ce qu'il faut, c'est finalement être agile. Ce qu'il faut, c'est avoir la vision globale, la vision écosystémique. Il faut l'avoir les pieds ancrés dans le territoire pour avoir résolument nos différentes raisons d'être. Hein. Tu le soulignais tout à l'heure, mais je pense qu'on a un peu toutes les mêmes. On est des sociétés qui se veulent là pour une société plus durable, pour une mobilité partagée. Et donc, notre sujet, c'est finalement comment on s'ancre dans les territoires avec, en gardant ce cap de mobilité partagée et durable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie à tous pour ce débat très intéressant. Merci donc à Arnaud Julien, merci Arnaud Vallas, Mathilde Villeneuve, Pierre Lagarde, Franck Jmenou, Martha Alvarez et Mathilde Montenay. Vous êtes prêtés au jeu du grand témoin. Merci à tous.